J'étais kiné et puis en fait j'ai fait un burn-out, j'ai tout plaqué, je suis partie dresser des chevaux aux États-Unis en mode je me casse, je vais vivre mon rêve. Je gagnais 2 400 € net par mois, lycée sur l'année. 2400. Et en fait, ça a été vraiment la découverte d'un monde parallèle. Tu sais, où tu te dis waouh. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous en fait sur la Terre? Genre là, je suis là à bosser comme une ouf pour payer le crédit de ma voiture qui me sert à aller bosser. J'ai pas de temps et finalement, j'ai mon cheval que j'ai jamais le temps de monter qui finit par me jeter dans un mur. Mais à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que je fous là? Jusqu'au jour où j'ai à nouveau un accident. Et là, on me dit que je vais passer 3 mois allongée dans un lit. Et je me dis, bon, meuf, c'est ta chance là. Ok, donc là je suis allongée dans mon lit, je ne peux pas bouger, je viens de faire 10 000 balles depuis mon lit, tu vois. C'est ça, putain. Il y a un truc là, il y a vraiment un truc. Là, en annuel, on est entre 600 et 800. Je sais pas combien on va faire exactement cette année, je t'avoue, j'en sais rien. Puis je regarde plus maintenant. Tu vois, le souci aujourd'hui que je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est qui est prôné sur les réseaux, c'est le plus. Ouais. Mais pourquoi, en fait? La seule raison pour laquelle j'ai fait de l'immobilier, c'était parce qu'il fallait diversifier, je savais que c'était un des piliers de la richesse, mais c'était surtout parce qu'en fait, j'ai un ranch à acheter. Le ranch, je sais qu'il vaut tant et qu'il va falloir dépenser à peu près 2 500 € de prêt par mois pour acheter mon ranch. Donc il faut que je trouve un moyen de générer 2 500 € par mois de manière passive. Et donc en fait, j'ai acheté de l'immo pour obtenir en fait ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Léa. Léa, #TravelCoGirl sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de faire cet épisode aujourd'hui qui va, à mon avis, être très très riche. Merci beaucoup Léa. Et avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Ce que je te propose, on va faire une petite heure ensemble. Comme d'habitude, nos chers auditeurs connaissent un petit peu le format. Je vais te laisser te présenter un peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens déjà, et je vais te décortiquer un peu après, je vais aller te chercher un peu sur quelques questions. Mais déjà, voilà, qui est Léa ? Ok, ça marche, c'est parti. Je tiens juste à m'excuser si je baille pendant ce podcast. Ça n'a rien à voir avec la conversation. Je suis juste un peu explosée. Alors, du coup, qui est Léa? Donc, en fait, moi, je suis connue sur les réseaux sur Travel Cowgirl. Et d'ailleurs, tu l'as bien prononcé. Ça va. Des fois, les gens me le prononcent d'une manière J'ai très bizarre. Ouais, t'as bossé un peu, c'est bien, c'est bien. Donc, moi, je fais pas mal de choses. À la base, j'étais kiné. J'ai fait un burn-out. Je vais la faire short là, mais tu iras sur ce que tu as envie après. Creuser, ouais. J'étais kiné et puis en fait, j'ai fait un burn-out. J'ai tout plaqué. Je suis partie dresser des chevaux aux États-Unis en mode je me casse, je vais vivre mon rêve. Et puis j'en ai eu marre de bosser pour des patrons cow-boys américains. Je suis rentrée en France et j'ai tapé comment devenir riche sur YouTube parce que je voulais mes propres chevaux et mon propre ranch. J'ai vraiment fait ça. Et puis on en est là 4-5 ans plus tard. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en fait. J'ai investi pas mal dans l'IMO aussi. Alors beaucoup moins que toi. Voilà, moi c'est moins mon truc, mais j'en ai quand même fait pas mal. Et du coup, je suis coach. J'aide les gens à monter leur business sur les réseaux sociaux, à en vivre. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est mindset, etc. Je fais des immersions, du e-commerce, de l'affiliation, enfin, pas mal de trucs, quoi. Voilà. Ok, bon les amis, je pense qu'on va avoir un épisode extrêmement riche. Donc là, la Léa qui fait tout ça, elle a quel âge aujourd'hui ? Là, j'ai 33 ans. 33 ans. Et alors, on a exactement le même âge. Parce que C'est vrai ? 33 ans aussi, je suis de 91, ouais, exactement. Les meilleurs. Alors, on va décortiquer parce que là, il y a quand même des choses à voir. Kiné. Pourquoi tu fais kiné ? Pourquoi t'arrêtes ? C'est quoi cette phase un peu kiné burn-out ? Qu'est-ce qui t'amène à ça ? Ok, alors en fait, à l'âge de 14 ans, moi je monte à cheval, si jamais vous l'avez pas compris dans Travel Cowgirl, mais voilà. Et en fait, à 14 ans, j'ai un de mes chevaux qui se barre sur la route, des chasseurs qui ouvrent le parc, bref, et qui se prend une voiture et du coup qui est très très mal en point, et en fait tous les vétos veulent l'abattre, et c'est une ostéo kiné équin qui le sauve, et je me dis à 14 ans, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est incroyable ce métier. Et donc j'ai jamais vraiment eu envie de faire un autre métier que ça. Donc je me lance dans le métier de kiné, donc j'ai mon diplôme du premier coup, je fais mes études à Limoges, tout ça, machin. Ouais. Et puis je commence à bosser, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, en me disant c'est trop bien kiné, t'es à ton compte, tu gagnes plein d'argent, et puis t'aides les gens et t'es payé, c'est génial. Et puis là, non, c'est pas génial du tout, en fait. Ça va pas du tout. Tu découvres une réalité, ouais. Ouais, en fait, j'aimais trop ce métier. J'aimais vraiment ce métier, mais c'est juste la manière de le faire en France qui m'allait pas du tout, parce que je faisais des heures interminables. Dès que je partais en vacances, j'avais soit les patients, soit mes collègues qui me faisaient culpabiliser, qui étaient pas contents, etc. C'était infernal. Et en plus, j'ai eu la chance, et je le dis vraiment là, la chance que ça se passe mal avec mes collègues à l'époque, parce que du coup, j'ai pété un câble plus vite. Donc, c'est cool aussi. Voilà.
Et en fait, jusqu'au jour où j'ai un grave accident avec une de mes juments, bref, un de mes chevaux qui me jette dans un mur. Voilà, donc trauma crânien. Vous le verrez peut-être encore là, ça se voit encore de temps en temps. Trauma crânien, et je passe 2 semaines allongée dans mon lit chez moi, double sciatique paralysante, en mode vraiment, je peux plus bouger, quoi. Et là, je remets toute ma vie en question et je me dis, mais alors attends, j'avais 25 ans, donc ça faisait quasiment 10 ans que je voulais faire kiné. J'avais jamais réfléchi à autre chose que ça. Je m'étais toujours dit, c'est kiné en fait. Enfin, puis tu sais, tu grandis, tu fais tes études, t'as un boulot, et puis t'achètes ta voiture, ton appart, et puis t'es là. Tu suis la rat race, comme on dit. Bah ouais, et puis tu te poses pas trop de questions, tu vois. Enfin, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi à la base et tout. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous en fait sur la terre? Genre là, je suis là à bosser comme une ouf pour payer le crédit de ma voiture qui me sert à aller bosser. J'ai pas de temps et finalement, j'ai mon cheval que j'ai jamais le temps de monter qui finit par me jeter dans un mur. Mais à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que je fous là? Bon, c'était pas une période très agréable. Hein. Là, j'en parle facilement, mais voilà, ça a été assez compliqué. Et je décide en fait de tout plaquer. De me dire, tu sais quoi, mon but dans la vie, c'est quoi? C'est monter à cheval. Il y a que ça qui m'intéresse, c'est ce qui me fait kiffer. Je vais aller à un endroit où je peux monter à cheval toute la journée, où je vais être payée pour ça, aux États-Unis, dans les ranchs, avec les cow-boys. Donc voilà, pourquoi je suis partie aux US après. Ok. Alors attends, tu fais ton kiné, ça se passe pas bien. Tu dis, je vais tout plaquer, mais tu gagnais quand même potentiellement bien ta vie en étant kiné. Tu gagnais combien à peu près? Ça dépend, parce qu'on entend bien gagner sa vie. C'est pour ça que je te demande. Aujourd'hui, j'ai plus les mêmes levels. Voilà. Je gagnais 2400 € net par mois, lycée sur l'année. 2400 pour toi. Et là, tu te dis, si j'arrête, est-ce qu'il y a un moment, tu te dis comment je vais vivre? Est-ce que tu trouves facilement pour partir aux US un équivalent? Comment ça se passe? Parce que ça va coûter de partir aux US, j'imagine. Là, en fait, je suis partie en bossant là-bas. Là-bas, je bossais, j'étais payée dans les ranchs. Alors, par contre, t'es payé $1500 par mois, c'est-à-dire que dalle, enfin vraiment que dalle, t'es payé avec des cailloux, quoi. Et je travaillais 10 fois plus en plus, mais bon, au moins, j'étais dans les chevaux. Et en fait, quand je me dis je pars, je me suis dit, je suis partie 5 mois après, à peu près, après cet accident. Et en fait, le temps de trouver un ranch, enfin bref, de tout ça. Et je me suis dit qu'il me fallait à peu près, d'ailleurs, c'était les règles aux US d'avoir 4000 € à ce moment-là. Il fallait 4000 € sur un compte pour prouver que tu pouvais y aller. Et c'est la seule question que je me suis posée. Tu vois, je me suis dit, au pire du pire, quoi? Tu vois, quelle est la pire situation qui puisse m'arriver? Ça se passe pas bien, je rentre en France et je reprends le métier de kiné, tu vois. Ouais. Au pire, j'aurais du boulot, c'est facile d'en trouver. Ton plan B au cas où. Ouais, voilà. Mais là, j'étais pas vraiment de plan B, tu vois. J'étais en mode, je me casse. Je me casse. Ouais. Fuyons, tu vois. Fuyons cette vie, voilà. Et tu restes combien de temps aux US? En tout, j'ai fait 2 ans. J'ai été en Nouvelle-Zélande aussi. Je dis les US pour aller plus vite parce que sinon, je raconte toute ma vie. Mais il y a le Dakota du Sud, le Texas, l'Oklahoma, la Nouvelle-Zélande, etc. Voilà. Ok. Et donc là-bas, tu vas dans les ranchs, tu fais du cheval toute la journée, quoi. Ouais. En fait, je travaillais pour des entraîneurs de Cahors. Bon, je pense que vous connaissez pas forcément la discipline. Bref, c'est du tri de bétail à cheval, etc. Et je travaillais pour eux, donc je débourrais les chevaux. Ça veut dire que tu dresses les jeunes chevaux qui ont envie de te tuer, quoi. Enfin, qui n'ont pas du tout envie d'être dressés, tu vois. Voilà, je montais les chevaux de compétition. Je faisais les box aussi. Ça, je le faisais moins à la fin parce qu'au début, tu arrives, tu fais beaucoup les box et tu montes pas beaucoup. Puis après, ça commence à switcher. Okay. Voilà, et je travaillais pour des entraîneurs et moi, mon objectif à ce moment-là, c'était, tu sais quoi, je vais devenir championne du monde de Cahors. Voilà, nouvel objectif. Okay. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, non, mais en fait, il va me falloir 10 ans de travailler comme une ouf de 5h du mat à 21h, pas de week-end, payer 1500 balles par mois. Bon, c'est bien. Mais moi, je vais pas tenir 10 ans comme ça juste pour lever une médaille une fois et dire je suis championne du monde. Donc en fait, non, je vais pas faire ça. Et là, je suis rentrée en France après. Ouais, c'est ça le déclic, c'est tu dis j'ai fait le tour, finalement, y a peut-être pas l'avenir que je voulais aux US dans ce domaine. C'est ça. Tu décides de rentrer en France. Et là, tu y arrives avec quelle optique? Je reprends mon taf. Je suis au bout de ma vie. Je rentre, là, je t'en parle, c'est léger, c'est facile parce que tout va bien, tu vois, c'est digéré. Mais je rentre en France, je me dis, mais putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quoi, grosso modo. J'ai, ouais, c'est ça, 27, 28, ouais, c'est ça. Donc tu t'approches de la trentaine, ouais, et tu te dis, putain, mais à la case départ, quoi. C'est exactement. C'était rien que tu m'en parles, ça me refait encore des frissons. J'étais en mode, mais mon Dieu, je vais faire quoi de ma vie? Surtout que moi, j'étais partie là-bas, j'avais vendu toutes mes affaires, ma voiture, lâché mon appart, en mode, je pars vivre aux États-Unis pour 10 ans, tu vois. Simple et pas de retour. Quoi. Exactement. Et en fait, je rentre en France. En plus, on m'avait volé ma voiture. Enfin, bref, un pataquès. Bref, la merde. Franchement, c'était la loose. Désolée, je dis beaucoup de gros mots, mais vraiment, c'était la merde. C'est authentique. c'est authentique, c'est authentique. Et du coup, je rentre en France et j'ai plus une thune. Enfin, c'est horrible. J'ai ma meilleure amie qui me prête une voiture pour que moi, je puisse continuer à aller bosser parce que je reprends le métier de kiné. Je reprends kiné. Okay. Ouais, je reprends kiné parce que je veux plus bosser dans les chevaux. Ça m'a un peu, pour plein d'autres raisons. Ouais, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie que ce soit un outil de travail, le cheval. Ouais. Donc, ça va rester une passion. Je reprends le métier de kiné en me disant, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai une chance monumentale. C'est que, en fait, j'avais un bouquin que j'avais gagné sur un groupe Facebook, enfin un truc, mais
improbable qui était un... Ah purée, j'ai plus le nom. Jack Canfield, qui a écrit aussi notamment qui a coécrit Le Secret. Je sais pas, de la loi d'attraction, tu connais peut-être. Très bien. J'ai ce bouquin. Et je commence à feuilleter, je sais pas pourquoi, je commence à feuilleter ce truc et tout ça. Et puis en fait, ça parle de développement personnel, ça parle d'argent, ça parle de plein de choses comme ça. Et je le lis, mais sans l'optique du tout de devenir entrepreneur. Un entrepreneur, pour moi, c'est un maçon. Je sais pas ce que c'est un entrepreneur, tu vois, je capte rien. Et en fait, je fais des remplacements à ce moment-là vers Montauban. Enfin bon, bref, une horreur. Vraiment une horreur. Je vis dans une chambre de bonne sous les toits, mais vraiment un enfer. Je sais même pas pourquoi je me suis mis dans cette situation et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je tape un jour comme ça, comment devenir riche sur YouTube, en me disant, je sais pas, il faut que je trouve une solution, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, je peux pas faire ce métier-là toute ma vie, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de monter à cheval, j'ai envie d'avoir mon ranch à moi, machin. Et je tombe sur des vidéos d'immobilier, d'ailleurs. Et je tombe sur des vidéos d'immobilier, je commence à me dire attends, mais c'est quoi ce délire, enfin je comprends même pas de quoi il parle, tout ça, donc je commence à fouiner, etc. Et en fait ça a été vraiment la découverte d'un monde parallèle, tu sais, où tu te dis waouh, mais il y a tout ça qui existe, que j'ai loupé, il y a un truc que j'ai raté, quoi. Puis j'étais pas trop réseau à la base, d'ailleurs j'ai laissé tout mon Instagram depuis 2016, je crois. Tu vois qu'au début franchement je m'en foutais des réseaux, quoi. C'était pas du tout le truc. Et puis, je commence à me former, tu vois, à essayer. Alors, au début, je mets un bon moment avant d'acheter ma première formation. Hein. Ça nous l'a tous fait. T'as pas envie de mettre de thunes dedans. Et puis, j'achète une formation, 2 formations, 15 formations. Là, j'ai compté il y a 2 ans, j'en étais à 100 000 € de formation, pour te donner. J'ai arrêté de compter après, j'ai fait arrêtons. Mais en attendant, ça m'a rapporté 10 fois plus. Donc, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai commencé vraiment comme ça, tu vois. Et ton entourage te dit quoi à ce moment-là? Ta famille, tes amis, etc. Parce que j'imagine que tu fais la transition progressivement entre ton méthode kiné et ton premier business. D'ailleurs, tu vas nous dire quel a été ton premier business qui t'a permis. Moi, j'en ai eu plusieurs, ouais. Mais tu as fait ça comment? Ça a été vu comment? Alors, du côté de mon père, j'en ai jamais vraiment parlé parce que mon père, il est prof de tennis depuis 30 ans, je pense. Peut-être 40 ans maintenant, tu vois. Et c'est pas son truc. Et il était pas open sur ces trucs-là. Donc, au début, je l'ai fait un peu en sous-marin, mon truc, tu vois, en me disant, de toute façon, ils vont pas trop comprendre. Parce que je m'étais aperçue qu'en parlant autour de moi, les gens me disaient, mais t'es taré, enfin, c'est pas possible, on peut pas acheter des immeubles, on peut pas, enfin, meuf, arrête de rêver, quoi. Et du coup, j'ai un peu pris des distances, etc. J'avais pas un entourage amical particulièrement bienveillant. Je m'en suis rendu compte bien après, mais bon, voilà. Et bref, il se passe tout ça. Et je découvre aussi le marketing de réseau à l'époque. Je sais pas par quelle chance, mais mon frère tombe dans le marketing de réseau, commence à en parler. Ma mère, ça l'intéresse. Donc, ma mère, pour le coup, elle a découvert l'entrepreneuriat un peu en même temps que moi, tu vois. Et donc, en fait, on se lance dans le marketing de réseau à l'époque. Bon, j'en ferai à peu près 2 ans. Après, ça m'a vraiment saoulée, j'ai arrêté. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le développement personnel, sur le mindset et tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc, le premier vrai business que j'ai eu, en fait, je le considère pas vraiment comme un business parce que c'était plutôt de l'affiliation, tu vois, le marketing de réseau, enfin du parrainage, quoi. Mais le premier tout vrai business que j'ai eu, c'était du blogging. C'était absolument pas rentable, mais vraiment pas rentable. Bon, après, et tu faisais ça en parallèle de kiné, là, pour ouais. Là, j'avais encore mon métier. Là, je suis full-time kiné. Hein. Je rentre, je suis full-time. Tu fais ça sur tes offres. Puis j'ai plein de dettes, il faut rembourser toutes mes dettes. J'ai 5 crédits conso, tu vois, parce que j'avais plus d'argent à chaque fois. Refaisons un crédit conso, tu vois. Soyons logiques, bref. Et là, je me forme, etc. Donc, dans le blogging, donc je gagnais peut-être 100 balles par mois. Enfin, voilà. Mais bon, les premiers 100 balles, ils sont bien quand même, tu vois. Et puis après, je commence pas mal dans le e-commerce aussi. Et là, j'en fais toujours d'ailleurs d'une manière très différente, mais je me forme à fond dans le e-commerce. Et là, on commence à gagner des milliers, des dizaines de milliers aussi avec ça. Ouais, j'en ai fait pas mal. Je vendais des. Maintenant, je le dis, avant, je voulais même pas te donner mes produits, tu vois, mais je vendais des mini blenders de cuisine, tu sais. Et on faisait nos pubs et tout. Si t'as vu des pubs passer, c'était sûrement nous à l'époque. Enfin, bref. Donc voilà, ça m'a. Après, j'ai un peu tout fait en même temps, tu vois. L'immobilier aussi, je me suis formée. J'ai acheté mon premier immeuble, mon deuxième immeuble, machin. Enfin, bref. Voilà, jusqu'au jour où j'ai à nouveau un accident. Parce qu'en fait, je faisais des petits business, tu vois, mais j'étais pas. C'était des business qui faisaient 1000 balles par-ci, 2000 balles par-là. C'est bien, hein. Enfin, c'est super quand tu démarres, mais ça me suffisait pas pour lâcher vraiment mon taf. Ouais. Et il y avait un truc, je sentais que, tu vois, putain, j'avais pas encore trouvé le bon truc. Alors, je te parle pas de tous les autres petits business que j'ai fait, j'en ai fait 1 milliard, hein, mais vraiment. C'est plein de choses, c'est touche à tout. Ouais, Amazon KDP, enfin, tout ce que tu veux, tout ce qu'on a tous fait, tu vois. Tout ce qu'on a fait potentiellement passer, et qui te prend plein de temps et en fait qui sert absolument à rien. Bref. Tu disperses, tu veux tout toucher, tout te paraît brillant. Et exactement. Tu veux aller partout, bien sûr. Exactement. Et en fait, j'ai à nouveau un accident. La meuf passe sa vie à avoir des accidents. En même temps, ça me fait des gros déclics à chaque fois, donc tant mieux. Hein. Et j'ai à nouveau un gros accident.
c'était fin décembre 2020, quelques jours après Noël, enfin avant Noël, pardon. Et j'ai un énorme accident, bref, encore un cheval, ils sont toujours là dans l'histoire, qui m'explose le genou en voulant taper mon propre cheval, bref. Et là, on me dit que je vais passer 3 mois allongée dans un lit. Et je me dis, bon, meuf, c'est ta chance là. Là, t'as 3 mois. Parce que, en fait, j'avais jamais le temps de développer plus. Je bossais comme kiné tout le temps, j'étais à fond et tout. J'étais fatiguée. Enfin, voilà, j'avais 3-4 heures dans la journée où je pouvais vraiment. Parce que oui, j'avais quand même 3-4 heures, genre à 6 heures le matin et 23 heures le soir. J'allais le chercher, mais ça suffisait pas pour être all-in, tu vois. Bah ouais. Et en fait, on me dit que j'allais passer donc 3 mois allongée dans un lit. Je me dis, meuf, c'est ta chance. Là, l'univers, t'as pété le genou pour que tu bosses plus. Il te donne du temps. Payé en plus parce que j'avais mes assurances qui payent mes 3 mois. Je me dis, go. Et en fait, je fais plein de tests de quel business est fait pour moi, machin et tout ça. Enfin, j'en fais 1 milliard. Et ça fait plein de fois que je tombais sur le coaching. Et pour moi, le coaching, c'était genre des gens dépressifs qui t'expliquaient comment être heureux, tu vois. Genre... J'avais jamais entendu ça encore. Non mais tu vois, genre je pensais vraiment que les coachs c'était ça. Et je me dis, moi je veux pas faire partie de ces gens-là, quoi. Enfin, j'avais vraiment une très mauvaise image du coach. Aujourd'hui, il y en a plein sur les réseaux et c'est plus logique, tu vois. Mais là, il y a 4 ans, coach, ça voulait. Enfin, tu pensais que c'était un mec dépressif qui t'apprenait à. Enfin, moi, c'est l'image que j'en avais, à être heureux. Et donc, du coup, c'est le coaching qui revient, coaching mindset, machin et tout ça. Je me dis, bon, tu sais quoi, go, vas-y, je me lance. Et en fait, je lance un truc sur Instagram. Alors, à l'époque, je partageais beaucoup de trucs de dev perso, de punchline de dev perso, etc., notamment sur Tony Robbins. Je venais de faire un de ses events et tout ça. Enfin, voilà, je m'intéressais. Et en fait, jusqu'au jour où vraiment, je me dis, il faut que je me lance dans le coaching mindset. Donc, j'ai commencé dans le coaching mindset et j'avais monté tellement de business que les gens ils me demandaient aussi des choses sur le business. Et en fait, ça a vraiment commencé comme ça. Et j'ai fait 10 000 balles le premier mois en me lançant dans le coaching, alors que j'avais genre, 4-5 000 abonnés qui me suivaient un peu pour les voyages parce que je voyageais aussi beaucoup. Je dis pas tout ce que j'ai fait parce que sinon, on en a pour 2 heures. Mais du coup, ça a vraiment commencé comme ça. Et là, je me suis dit, ok, donc là, je suis allongée dans mon lit, je ne peux pas bouger, je viens de faire 10 000 balles depuis mon lit, tu vois. C'est ça, putain, il y a un truc là, il y a vraiment un truc. À faire, et puis voilà, donc au début, je faisais du coaching one-one pour vraiment comprendre ce dont la cible avait besoin, ce que moi j'aimais faire, etc. Et puis quelques mois après, j'ai arrêté de bosser pendant 1 mois. J'avais repris le métier de kiné, au début à plein temps, puis à mi-temps, puis à quart temps. J'ai réussi à obtenir un quart temps kiné, ça n'existe pas, mais avec des collègues super sympas, bref. Et en fait, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 1 mois. J'ai créé ma formation en mode, je refusais tous les coachings et tout. Et puis après, ça a fait vraiment exponentiel, quoi. Et ces premiers coachings, tu coachais quoi ? Je coachais au début surtout sur le mindset sur les réseaux sociaux. Tu vois, comment vendre un produit sur les réseaux et comment la confiance en soi, le leadership. Alors moi, je suis assez... tranchante dans ma façon de le faire, où je suis très très cash. Là, j'ai l'air un peu mimi et tout, tu vois, t'en dis elle est sympa et tout. Non, je suis très très bourrine en fait dans les coachings parce qu'en fait, je veux pas que les gens perdent du temps. Parce que moi, j'ai détesté en perdre. Et donc, en fait, c'était coaching sur tout mindset. Et au début, c'était, tu vois, sur 1 ou 2 séances, puis 4 séances. Puis je me dis, ah, mais attends, il y a ça que la personne, elle peut développer. Et puis les gens, ils avaient des résultats super vite, tu vois. Je me disais, ouais, mais il faut vraiment que je fasse plus, quoi. Et puis après, ça a été coaching business, en fait. Enfin, c'est coaching mindset et business. C'est vraiment, c'est tout ce que je fais, en fait, tout ce que j'adore. Ok. Moi, je me pose des questions. Je pense qu'il y en a plein qui vont se les poser. On parle de seulement 3 mois. Comment, en partant de rien... En 3 mois, tu te dis, ça y est, j'arrive, tu nous dis, tu fais 10 000 balles, tu n'avais pas d'audience, tu n'avais rien. Comment le temps de créer l'audience ? Parce que les gens ont souvent l'impression qu'il faut une grosse audience pour avoir du réseau, se faire connaître, devenir légitime. Parce que j'imagine que ça devait être des coachings relativement high ticket. Ah, pas du tout. Même pas ? Tu sais à combien j'ai vendu mon premier coaching ? Je l'ai vendu, je crois que c'était 45 € l'heure. 45 €. Non, mais enfin, non. Mais comment tu as agrippé ne serait-ce que ces premiers clients ? Parce que je sais que les gens vont se dire, moi je suis pareil, je suis personne aujourd'hui, j'ai pas de légitimité. Comment je fais mes premiers 50 balles ? C'était quoi ton déclic ? Tu as attaqué ça comment ? Je pense que, en fait, c'est que j'ai accepté le truc qui était vraiment fait pour moi, qui était le coaching, et où tout le monde me répétait ça, et que moi j'étais en mode non, mais jamais de la vie je vais faire coach. Et en fait, à partir du moment où j'ai juste dit, c'est quoi, all in, go, et ben ça, je pense que ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça faisait 2-3 ans que je partageais énormément sur le développement, ma passion en fait, le développement personnel, le mindset, le dépassement de soi, etc. Et qu'en fait les gens, et donc je voyageais pas mal et tout ça, et donc les gens me suivaient pour ça, sur putain, cette meuf elle est libre, quoi, tu vois, tu sens que dans sa tête elle s'arrache, tu vois, elle a vraiment envie. Et donc le jour où j'ai dit je peux vous coacher sur ça, ça a été tu vois, vraiment la foule qui a débarqué sur ça. Après bon, il y a toutes les stratégies évidemment d'Instagram.
Bon, je vais peut-être pas tout décrire ici, mais de comment tu lances un coaching. Un petit peu la chose. Exactement. Pour commencer à faire tes tunnels, etc. Ouais, bien sûr. J'avais pas de tunnel. Ouais. J'avais pas de tunnel. Mon tunnel, c'était un MP sur Instagram. C'était un message Instagram. Ouais. Jamais fait des tunnels de vente à rallonge, tous ces trucs-là. Plus c'est simple, mieux c'est. Ouais, c'est ce que je vais dire. Des fois, on veut monter des usines à gaz, on a l'impression qu'il faut des grosses communautés, que c'est très complexe. Alors qu'en fait, des fois, c'est psychologique. Il suffit de franchir le pas, de se lancer et tu t'aperçois que tes premiers euros, tu peux les faire avec une petite communauté. En fait. C'est clair. Et surtout, je pense que le business, il a bien fonctionné pour moi dans cet endroit-là parce que c'est un truc qui me passionne. Et je pense que c'est important de se dire, OK, de quoi je peux parler jusqu'à 3h du matin sans en avoir marre, en fait. Tu vois, même si je suis fatiguée. Et tout, voilà. Et moi, quand je parle de ça, ça me donne de l'énergie. Ça m'en prend pas. Je peux t'en parler pendant 5 heures, tu vois, du mindset. Et je pense que quand tu as trouvé ce truc-là, qui vraiment que tu kiffes, tu vois. Après, c'est une de mes passions, mais c'est pas ma passion numéro 1. Souvent, les gens ils disent ça, ils disent ouais, mais attends, moi il y a ça que j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus mon truc numéro 1. Non, mais moi mon truc numéro 1, c'est ma liberté. Mon deuxième truc numéro 1, c'est les chevaux, tu vois. Voilà. Ok. Et après il y a le mindset, etc. Mais c'est quand même un truc que j'adore, tu vois. Voilà. Ok, super. Et ensuite, le cheminement continue, tu te développes. Ouais. Tu changes, tu dis que tu décides de faire ta formation, d'ouvrir un peu peut-être le modèle que tu as aujourd'hui d'académie, etc. Ouais, c'est toujours le même. Il se passe quoi? Comment t'en arrives là? C'est quoi un peu tes déclics de te dire ok, là ça va peut-être pas suffire pour atteindre la liberté, il faut que je fasse autre chose. Comment t'en arrives là? Alors je pense qu'on a chacun notre définition de la liberté parce que moi ma liberté c'était de faire ce que j'aime mais de pouvoir le faire à n'importe quel endroit dans le monde et quand j'ai envie, tu vois. Ça me dérange pas de travailler beaucoup. Bon, j'avoue, je travaille quand même beaucoup moins qu'avant. Enfin, sauf cette année où j'ai un peu charbonné parce que j'achète mon ranch cette année. Ouais. Bref, mais sinon, voilà. Bref, je pense que il y a des gens qui vont se sentir libres en bossant dans ce qu'ils aiment, même s'ils le font 12 heures par jour. Et t'en as qui vont se sentir libres s'ils ont absolument rien à faire dans leur agenda. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça parce qu'en fait, c'est chiant, quoi. Tu vois, c'est quand t'as pas de projet. C'est une question qu'on me pense souvent. Tu fais plein d'IMO, pourquoi tu montes des entreprises, tu fais des formations à côté, mais ne rien faire à 30 ans, c'est quand même malheureux. C'est trop dommage, quoi, tu vois. C'est dommage, et puis tu peux pas envie de t'arrêter là, et puis tu as envie d'entreprendre. Et ça, souvent, les gens, et tu le dis bien, on le sent dans ta voix, tu as cette passion d'entreprendre, de faire des projets que t'aimes. Mais quand tu fais des projets que t'aimes, t'as plus cette sensation de bosser. Aujourd'hui, oui, je bosse peut-être des fois, je fais des semaines à 50 heures. Mais qu'est-ce que c'est pas comme 50 heures à l'hôpital? C'est pas du tout comparable. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on perçoit pas. Mais du coup, tu en arrives à développer ton nouveau business, et ça donne quoi aujourd'hui, ce business-là? Tu veux dire quoi en termes de CA, de monde, de gens? En termes de CA, en termes d'élèves, en termes de comment tu t'as réussi à te structurer? Est-ce que tu t'es entouré? Est-ce que tu n'es pas resté là j'ai une équipe aussi. Avec le genou cassé? J'ai une équipe. Non. Il y a dû avoir un process, même toi, tu as dû évoluer un petit peu mentalement. C'est quoi cette transition-là? Alors attends, il y a tellement de choses qui sont passées. Bon, c'était sur les 3 dernières années du coup. Alors, attends, je vais essayer de répondre à toutes tes questions. La première question, c'est comment je me suis entourée. Donc comment j'ai commencé à déléguer. Un petit peu, alors déjà, j'ai délégué dans l'IMO parce que moi j'ai acheté mes immeubles et tout ça, et donc il a fallu déléguer cette partie-là. Ok. Ensuite, en fait, j'ai une de mes amies qui à l'époque était en burn-out aussi d'ailleurs, qui était opticienne et qui bossait pas. Et en fait, je lui ai dit, meuf, je m'en sors pas. L'administratif, ça m'hérissait le poil. Et elle, je savais qu'elle aimait bien les trucs carrés, tout ça. Je lui ai dit, tu veux pas bosser genre 1 heure par semaine pour moi? Enfin voilà. Et puis en échange, je te coach sur un truc, machin. Vraiment, on a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est mon assistante. C'est toujours la même. Ouais, c'est toujours la même. Et alors qu'elle était opticienne, tu vois, elle savait rien faire à part, enfin, dans le business, quoi. Enfin, tu vois, en tant qu'assistante, elle était juste hyper bienveillante et hyper motivée. Et je savais que c'était elle qui allait pouvoir, qu'elle avait les bonnes valeurs pour ça. Et là, aujourd'hui, j'ai une équipe, je sais même pas combien on est. Là, j'ai des élèves de l'académie. Donc, la formation que j'ai créée, c'est une académie. Ouais. Je l'appelle l'académie. J'ai des élèves de l'académie qui m'aident à sélectionner les autres élèves qui rentrent dans l'académie. Donc là, j'en ai 2 qui font ça. J'ai un gars qui avait démarré vraiment... Attends, quand est-ce que je l'ai fait démarrer? Je pense que c'était 6-8 mois après avoir démarré mon activité où vraiment, ça a explosé très vite. Hein, donc forcément, ça a bougé vite et je me suis dit, il faut vraiment que toute la partie technique, je ne sais pas faire, il faut qu'il m'aide. Donc j'ai pris un gars en alternance pendant 1 an qui en fait maintenant est encore avec nous, ça fait 3 ans. En fait, tous les gens avec qui j'ai commencé à bosser, ils sont toujours là, en fait, tu vois. Après, il y a une autre élève de l'académie, parce que moi je recrute au sein de mes élèves, parce que je sais que c'est les mêmes valeurs, c'est la même vibe, c'est la même motivation, donc c'est vachement plus simple. Qui gère aussi le copywriting, les reposts, les choses comme ça. Ah ouais, t'as été chercher dans... Ah ouais.
ton pool d'élèves qui Ouais. sont entre guillemets formés par tes propres soins. Exactement. Même tes copywriters, etc. Même la partie technique de Bah ton ouais, je sais qu'ils vont business. être bons. Tu vois. Non, mais oui, Ils vont être forcément, formés. c'est sûr que le recrutement, il y a déjà Bah une ouais. phase de sélection qui est déjà plus élevée. Ouais. Exactement. Ok, intéressant. Voilà, bon, après, il y a tous les gestionnaires ou les gens. Là, c'est vraiment la petite équipe interne. Oui, c'est la petite mais équipe, après, il y a après, tout le reste. t'as les hein, monteurs, t'as tout ce qu'il faut. Ah oui, bah, voilà, tiens, j'ai c'est un ça. monteur aussi. D'ailleurs, je l'ai vu hier soir. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Oui, j'ai un monteur. Enfin, en fait, j'en ai 2, mais des fois 3 même. Mais j'en ai un notamment qui est tout le temps là et qui lui gère les montages YouTube surtout, donc vraiment sur la partie YouTube parce qu'on s'y est mis un peu l'année dernière là. J'espère que j'oublie personne, mais en gros c'est voilà l'équipe interne et après des externes, il y en a énormément Oui, après, quoi. t'as plein de petits freelances Ça bouge à droite, à beaucoup, gauche, ouais. la mission, des choses comme ça. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Le premier recrutement, je l'ai fait la première année parce que j'ai explosé. Si j'avais pas explosé, j'aurais pas recruté. Ouais. Je préfère juste le dire, ne recrutez pas la première Ouais. année, ça sert à rien. Ça, Si... T'as attendu de faire du chiffre Ouais. par toi-même et ensuite t'as recruté. T'as Ben, pas c'était fait même pas du l'inverse. chiffre en fait, c'est que j'étais débordée. C'était parce qu'il y avait une douleur, genre je n'arrivais plus quoi, j'arrivais plus à gérer. Et donc c'est là que j'ai commencé à déléguer. J'ai attendu que ça brûle avant de dire allez je délègue. Je me suis pas dit alors voilà, je pense que je vais faire tant de chiffres ce mois-ci, je vais déléguer. Non franchement j'ai pas réfléchi comme ça, j'étais en mode au secours, au secours, au secours. Ouais, je ok prends l'eau, viens, ouais. tiens, je te prends tu vois. Ça a été vraiment comme ça. Et d'ailleurs je vous conseille si vous voulez recruter, pardon le micro. De prendre des gens en alternance. Alors, faut prendre les bons. Ouais. Mais en alternance, c'est intéressant parce que le mec, il va bosser 2-3 jours seulement par semaine pour toi. Surtout quand tu démarres, tu n'as peut-être pas une semaine de taf à lui donner. Et tu le payes beaucoup moins parce qu'il y a l'État qui prend une grosse partie en charge. Ouais. C'est super intéressant. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a démarré. Après, quand tu vas plus loin dans le business, tu veux des pros tout de suite parce que tu n'as plus de temps. Enfin, tu as l'argent pour les payer et puis tu n'as plus de temps à perdre sur ça. Mais au démarrage, c'est vraiment bien, je trouve, de prendre des alternants. Puis la preuve, moi, il est toujours avec moi. Donc ça, c'est top. Et donc après, en termes de business, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir le nombre d'élèves? Déjà le modèle. Du coup, tu dis tu ouvres une académie. Ça fonctionne comment? C'est de la formation? Tu peux y rentrer tout le temps? Tu fonctionnes comment? C'est quoi ton business model entre guillemets? En fait, l'académie, au début, j'étais que en one-one. Je faisais que du one-one et il y avait plein de trucs que je répétais à chaque fois. Je me suis dit, c'est con de répéter ça 50 000 fois alors que j'ai juste une vidéo à faire et ils ont la vidéo. Mais moi, je voulais continuer à coacher. Et ça, je sais que c'est très rare dans le milieu parce que, en général, au bout d'un moment, on n'a plus envie de coacher, etc. Moi, j'adore ça. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de tout ce que je répète à chaque fois, de créer une formation sur ça, une partie vraiment vidéo avec des exercices et tout, et la partie coaching de la garder différemment. Donc en fait, là, l'académie aujourd'hui, il y a plus de 40 modules vidéo sur du mindset, trouver ton idée de business, créer ton business, etc. Donc ça, ils font leur life dessus. Ensuite, ils ont un coaching en one-one avec moi. Donc, peu importe le nombre d'élèves, là j'en ai 600, tu vois, des élèves, c'est pas grave, ils ont leur coaching en one-one avec moi. Et ça, moi, ça me fascine de prendre. Moi, ça m'intéresse pas de prendre des gros qui ont déjà des gros business et de les aider à aller plus loin, ça m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment les petits qui se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont, qui ont des galères, machin, et de voir l'évolution en 1 an, 2 ans, ça me fait des frissons. Tu vas t'en parler, c'est vraiment le truc qui me drive, ça me fait trop kiffer. Et donc j'ai ça, et après il y a du coaching de groupe tous les mois, là ils y ont accès à vie aussi, il y a toute la communauté, on fait des immersions en présentiel aussi, enfin voilà. Ouais, j'ai vu que tu faisais des immersions, etc. Mais du coup tu fonctionnes sous porte ouverte, on peut rentrer dans ton programme tout le temps, ça fonctionne comment? C'est des sélections, c'est-à-dire qu'en fait on sélectionne uniquement les personnes qui sont vraiment motivées. Parce qu'au début, j'acceptais un peu tout, enfin un peu comme tout le monde, hein, tu vois, quand tu démarres en one-one, tu prends un peu tout, et puis tu fais pourquoi après tel coaching je suis à fond, et après un autre coaching d'une autre personne, je suis drainée, quoi, tu vois, j'ai plus d'énergie. Tout ce que t'avais. Ouais, voilà, et parce que t'as des gens qui te disent oui, je suis motivée, qui sont pas vraiment motivés, qui se victimisent tout le temps, etc. Moi, je voulais pas bosser avec eux. Et donc, en fait, on a fait un process de sélection qui est toujours d'ailleurs un vrai process de sélection. C'est que je fais en sorte que les gens, avant qu'ils arrivent au téléphone avec nous, qu'il y ait plein de barrières pour que ça enlève 80% des gens qui sont pas faits pour l'académie, quoi, tu vois. Et donc on les prend vraiment sur les critères de motivation et de bienveillance, même si c'est des débutants total, c'est pas grave, ça c'est vraiment pas grave. Mais par contre, s'ils sont pas bienveillants, c'est des gros relous, tu le sens au téléphone, hein, tu sais, tu vois. On les prend pas, voilà, on leur dit non désolé, bref, on a nos façons de faire et voilà, on les prend pas. Et oui, en fait, on fait des périodes de sélection, c'est-à-dire là, il y en a une qui vient de passer là, d'ailleurs. Où en fait on va ouvrir les portes pendant 10 jours, 15 jours et là on a 150, 200 appels vraiment d'un coup, c'est un peu la folie, tu vois, avec les autres élèves de l'académie qui m'aident justement à sélectionner et ensuite on ferme et on prend plus personne. Voilà, c'est comme ça que je fais. Moi ça me permet de savoir quel nombre de personnes je peux garder parce que comme je continue à faire du coaching one-one, j'ai pas envie de scaler ça. Tu vois, ça me va très bien, je gagne énormément d'argent, ça me suffit largement, tu vois. J'ai pas besoin de gagner 10 millions par mois, je m'en fous complètement ça. Ouais. Et tu rouvres les portes tous les combien de temps à peu près? Ça dépend. Là, pour le coup, par exemple, j'ai pas encore prévu d'en rouvrir, tu vois. Parce que là, j'achète mon ranch, etc. Ouais, voilà. Ouais.
Ok, intéressant. Donc tout le monde fonctionne comme ça, et ensuite ils restent jusqu'à temps que ça pète. Ils ont une sortie, ça se passe comment? Ils ont accès à vie. Après, en fait, il y a plein de formations où, et c'est ok, chacun fait ce qu'il veut, mais où tu as accès pendant 3 mois ou pendant 1 an, et après, démerde-toi ou repaye, tu vois. Moi, je voulais pas ça, parce qu'il y a des gens qui vont très très vite dans l'académie, en 2-3 mois, bim, ils explosent, et t'en as, il leur faut 1 an et demi, tu vois, où ils bossent à côté, ils ont des enfants, enfin, c'est normal, tu vois. Il y en a qui vont moins vite, c'est tout. Où la douleur est moins forte aussi, tu vois, la douleur de créer ton truc. Donc, je voulais que ce soit accessible à vie. Donc, une fois qu'ils sont dans l'académie, même tous les coachings de groupe tous les mois, ils viennent, quoi. Vraiment, ça se draine automatiquement, c'est-à-dire que, au fur et à mesure, assez naturellement, c'est-à-dire que les gens qui ont de toute façon explosé, au bout d'un moment, ils ont même plus besoin des coachings de groupe, donc ils viennent plus. Donc, en fait, ça fait voilà, ça homogénéise tout ça facilement. J'ai une question parce que je sais qu'un débutant va se la poser. Moi, je me la pose aussi. Donc, la question, je connais la réponse, mais tu parles beaucoup depuis tout à l'heure de sélection, de je veux pas travailler avec les relous, etc. Tu me dis que tu as un process de sélection qui est fort. Un débutant va se dire, est-ce que je peux me permettre d'en mettre autant de barrières? Est-ce que je vais faire du volume? Est-ce que toi, tu as vu une différence? Parce que un débutant, c'est ça, c'est plus je mets des barrières, à la fin, je vais avoir un entonnoir tellement petit que je vais pas faire de chiffres. Ok, c'est une bonne question. Parce que du coup, tu écrèmes. Alors lui, j'en veux pas, mais finalement, il te reste quoi à la fin? Est-ce que tu fais du volume ou pas? Comment toi tu vois ça et pourquoi tu as mis ça en place? Est-ce que finalement, j'imagine que ça paye si tu le gardes. Tu vois ce process-là comment, toi? C'est clair. Alors en fait, ça ramène aussi l'effet de ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de ne pas être pris. Donc en fait, les sélections, ça pousse encore plus les gens à vouloir se dépasser pour y aller. Et ceux qui n'ont pas envie de se dépasser, de toute façon, c'est pas mon client type en fait. C'est pas ma cible, tu vois. Donc au contraire, ça crée du FOMO, ça crée encore plus. Et le pire, c'est qu'en fait, il y a des gens qu'on ne prend pas, qu'on refuse vraiment, parce que souvent on me disait. Ouais, mais tes sélections, tu prends tout le monde. Dire, sur Instagram, on sait ce que c'est. C'est comme limiter un webinaire. Finalement, il n'y en a pas de limité. Et non, tu vois, pour le coup. Nous, on prend vraiment 60 places. Quand on a 60 places, on a 60 places. On n'a pas une de plus, tu vois. Et ça, je trouve que, en fait, il y a plein d'entrepreneurs. Ça doit se sentir, je pense, quand ils font des fausses places ou des faux trucs, tu vois, parce que tu leur écris, ils te disent oui, c'est bon, je te prends, alors que on n'est pas dans les périodes de sélection, on n'est pas, enfin, tu vois, on n'est pas dans ces trucs-là. Après, ça m'est arrivé. Très rarement, mais ça m'est arrivé de prendre une personne parce qu'il y avait 6 mois entre les périodes de sélection qui m'écrivait mais des pâtés comme ça en me disant s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai vraiment besoin. Bon, ok, tu vois, voilà, si vraiment la personne elle se dépasse, elle montre à quel point elle est motivée, elle en peut plus que machin, oui, ça m'est arrivé de le faire, mais franchement, c'est méga rare, tu vois, parce que déjà, c'est rare d'avoir des gens qui sont déter à ce point-là, et puis voilà. Quand t'es débutant, du coup, faire des sélections, c'est pas forcément une super idée. Moi, j'ai fait des sélections parce que je devais faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui rentre non plus. S'il y en a trop, après, moi, j'ai du coaching one-one derrière, tu vois, donc ça c'était pas possible. Je pense que quand tu démarres, moi, ce que j'avais fait au tout début, quand je faisais que du coaching one-one, c'était de dire que j'avais un nombre de places limité. C'était pas des sélections, mais c'était un nombre de places limité. C'est un peu la même chose, hein. En disant, voilà, j'ai que 10 places. Et c'était vrai, j'avais que 10 places parce que je prenais les personnes, je sais plus combien, sur 4 fois, par exemple. Et donc, avec ma journée de kiné, ça rentrait pas sinon, tu vois. Bien sûr. Donc, je l'ai fait comme ça. Je pense qu'en tant que débutant, c'est bien de mettre un nombre de places que tu veux et de dire que tu veux vraiment prendre du temps pour les accompagner à fond et que c'est pour ça que tu prends pas plus de places et de donner des dates, de toujours donner des dates et une deadline, de mettre en fait de l'urgence et de la rareté. Donc la rareté, c'est quoi? C'est le nombre de places. L'urgence, c'est à telle date, telle heure, tel jour, c'est terminé, quoi. Et c'est ce qui fait que les gens passent à l'action. Mais tu penses pas aussi que ça couplé, parce que tu as quand même et c'est pour ça que tu es au podcast Authentique. Tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'infopreneurs, d'influenceurs qui font ces places limitées alors qu'on sait pertinemment que c'est bullshit. Est-ce que tu penses que toi, tu joues suffisamment ton branding, de ton côté authentique, tu l'as dit tout à l'heure, très tranché, que les gens voient que c'est très réel et que ça prend? Est-ce que tu penses que ce système pourrait prendre sur tout le monde? J'en ai aucune idée. Non, je pense pas, parce que tout le monde n'est pas moi et que tout le monde a ses forces, ses faiblesses et que moi, il y a des trucs que je sais pas faire et que d'autres feront, tu vois. Donc, est-ce que tout le monde pourrait l'appliquer à soi? J'en ai aucune idée, quoi. Je peux pas. Mais ton branding pas dire. joue énormément là-dessus. Tu inspires la confiance. T'es quelqu'un qui, voilà, rien que sur tes réseaux sociaux, moi qui te suis, et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. On voit qu'il y a quelqu'un de valeur, qu'il y a quelqu'un de solide derrière. Et oui, on a du mal à se dire qu'on est en train de se faire duper sur du marketing, etc. Je pense que ça, c'est une de tes forces aussi. Tu vois, j'ai commencé à faire de la pub seulement il y a 1 mois ou 2, alors que ça fait 3 ans que, tu vois, que j'ai lancé la partie académie, etc. Là, en fait, on est en train de faire différemment. Bref, je ne vais pas tout spoiler ici, mais on est en train d'approcher. J'essaie de choper les infos. En fait, là, je viens de sortir qui va sortir bientôt, un Money Bootcamp, tu sais, vraiment un petit programme sur l'argent, etc. Donc là, on va faire de la pub dessus parce que pour le coup, là, c'est un programme
Instagram que les gens ils font en autonomie, il n'y a pas de coaching one-one. Et c'est pour déjà débloquer pas mal de choses, parce qu'il y en a qui ont rien que peur de l'argent et qui ne viennent pas dans l'académie juste parce qu'ils ont peur de ne pas être capable. Enfin bon, bref, donc on part sur ces trucs-là. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles de branding parce que j'ai quasiment pas de branding en fait. Moi, mon branding, c'est ma personne. Toi, en fait, Et je pense que... Parce que tu regardes mon compte Instagram, c'est le bordel. Hein. Mon compte Instagram, il ressemble à rien. T'as des trucs et des textes, des machins. C'est très spontané, tu vois. Et je pense que c'est important, vraiment, si vous vous lancez là sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, ou LinkedIn, c'est d'être vraiment honnête et transparent. Alors attention, ça ne veut pas dire tout le temps parler des problèmes qu'on a, de à quel point on est triste, à quel point on est faible aujourd'hui, ça va pas. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là, je t'avoue que ça me tend un peu, ce genre de truc. C'est un peu de la victimisation en puissance. Voilà, moi ça me gave. Mais par contre, quand j'ai vécu des situations difficiles, tu vois, l'année dernière, j'ai eu un gros chaos technique, vraiment pendant 1 mois, 2 mois, j'étais épuisée, j'étais KO. Alors je l'ai pas dit pendant le chaos, je l'ai dit après. J'ai dit bon les gars, je viens de vivre une période vraiment relou, et en fait je parle comme je te parle là, je suis comme ça dans la vie aussi. Et je pense qu'au début, il y a 3 ans, j'étais pas tout à fait moi-même, même sur les réseaux. T'essayes de me montrer bien, tu mets des filtres, tu veux faire bien, tu veux être un peu plus corporate, t'oses pas être toi-même. Exactement. Des fois, c'est ça souvent aussi le défaut des débutants, c'est on se dit c'est pro, c'est un vrai business, je vais être très corpo, alors qu'en fait, il faut être soi-même, il faut être honnête, et c'est le personnel branding qui prime au final. Exactement. Et en fait, plus tu as peur du regard des gens, et moi j'étais terrorisée par le regard des gens quand j'ai démarré, moins tu vas être toi-même, et du coup moins les gens ils vont le sentir, c'est pas conscient, hein, mais ils vont se dire c'est fake là, tu vois, je vais pas y aller, alors que moi j'en ai rien à excusez-moi du terme, rien à foutre, tu vois, de ce qu'on peut penser de moi aujourd'hui, pas à 100% mais à 99%, je m'en tape, tu vois, parce que j'ai tellement pris cher, même dans mon entourage proche, etc., j'ai tellement pris cher, il y a tellement de trucs comme ça que maintenant je suis en mode tu peux raconter ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, parce que heureusement que je me suis écoutée, que j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Les gens qui me critiquaient à l'époque, et ça fait plaisir, il y en a qui sont revenus me demander des conseils, il y en a qui ont intégré l'académie après, etc. Ça, j'avoue, ça fait du bien quand même, tu vois. Ça fait du bien à l'ego. Ouais, grave, de ouf. Et puis d'être honnête, tu vois, d'être transparent. Je suis d'accord. Je pense que c'est important. Enfin, moi, c'est ce que je kiffe faire. J'imagine que, en fait, si t'es honnête envers toi-même de tes forces, tes faiblesses, moi, je sais que j'ai des faiblesses, je sais que j'ai des trucs... par exemple, je suis quelqu'un d'assez égoïste, tu vois. Et genre, avant, j'aurais dit « Ah non, moi, je suis pas égoïste. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui donne beaucoup. » Non, en fait, c'est pas vrai. Je suis égoïste. J'aime faire les trucs pour moi. J'aime kiffer. Et quand t'assumes tous ces trucs-là qu'à la base, tu voulais pas voir, ça peut être que, je sais pas moi, que t'es radin, je sais pas, que t'es chiant, que t'es quelqu'un de perfectionniste. Que t'as pas envie de montrer sur la place. Voilà. Quand tu les acceptes en mode moi, franchement, je vais vous le dire, des fois, je suis vraiment relou quand il y a des sushis à côté. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais de parler de toi comme ça, les gens, du coup, ils se disent bon, ok, en fait, elle, on peut pas l'attaquer par aucun endroit. En fait, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais si tu l'aimes, tu l'aimes entièrement. Tu vois. C'est souvent le défaut, on veut plaire à tout le monde sur les réseaux, et pour moi, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et c'est d'être ok avec ça, tu vois, de se dire, c'est Tony Robbins qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Si vous connaissez pas Tony Robbins, c'est une erreur. Allez voir Tony Robbins. C'est mon mentor depuis le début, vraiment, qui dit, en fait, le jour où c'est pas grave, où t'es à côté de quelqu'un qui ne t'aime pas et qui te dit qu'il t'aime pas, et qu'en fait t'es en mode je comprends, il y a pas de souci, et que t'arrives à réagir avec empathie, il me dit mais là, t'as tout gagné. Et en fait aujourd'hui, oui, il y a des gens qui m'aiment pas, et plutôt que d'être en mode oh là là, pourquoi ils m'aiment pas, c'est triste et tout, ou d'être énervé, ou de dire ouais de toute façon c'est des cons et machin, je suis en mode c'est dommage pour eux, parce qu'ils pourraient voir ça, et puis je vois telle blessure chez eux, tel truc qui pourrait, tu vois, tant pis pour eux, mais bon, les couilles. Ouais, c'est ça. Pardon. Donc toi, tu dirais que ton mindset est quand même, de ce que je vois, que c'est la pierre angulaire un peu de ton explosion quand même. Ouais, je pense. En fait, c'est qu'avant, j'étais grave une victime, tu vois. Ouais. Mon Dieu. On est tous des victimes en puissance. En fait. Comment ? On est tous un peu des victimes en puissance quand on s'en rend pas compte. Mais les gens, ils s'en rendent pas compte. Enfin, sur mes réseaux ou même mes élèves, des fois, ils me disent non mais toi, moi, je te crois pas que t'étais une victime avant. En fait, les seuls qui peuvent le dire, c'est mes collègues, par exemple, de boulot. Et d'ailleurs, il y en a qui sont rentrés dans l'académie après, des anciens kinés, tout ça, ou les gens qui me connaissent depuis que je suis née, qui sont en mode ah si Léa, c'était une victime, c'était genre à me plaindre tout le temps, à être hyper négative, à râler, à casser les couilles. Enfin, tu vois vraiment, c'était l'enfer. Et donc, il y a eu vraiment le avant et après. Je dis pas que je suis pas relou de temps en temps, je pense que je suis quand même relou de temps en temps, mais vraiment je suis. C'est les femmes, mais je... Ouais, non là tu vas te faire démonter par contre. Commence pas à me lancer là-dessus par contre, ça va piquer. Je rigole, mettez dans les commentaires des trucs un peu là pour lui, il mérite là. Mais vraiment, je pense que il y a eu vraiment un avant-après de être une victime ou être un leader, tu vois, sur ta vie et prendre les rênes du truc quoi. Ouais, voilà. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et cette transfo aujourd'hui, elle t'amène à faire quoi en CA ?
avec cette entreprise-là? En termes de chiffre d'affaires, du coup. En termes de chiffre d'affaires. Que les gens se rendent compte un petit peu, parce que c'est vrai que c'est toujours très flou. Il y a beaucoup de personnes qui disent pas ce qu'ils gagnent, et c'est le but d'Authentique, c'est de pouvoir aussi rendre ça un petit peu palpable. Aujourd'hui, ça donne quoi cette activité? 17 millions. Non, c'est pas vrai. Juste celle-ci. Après, on va partir un petit peu sur l'IMO, voir, etc. Alors moi, je t'avoue que je fais un check-up de toutes mes activités. L'IMO, c'est à part, mais sur la partie vraiment business, je mets un peu tout au même endroit. Business, formation, affiliation, etc. Voilà, je mets tout au même endroit. Tes casquettes, on va dire en ligne. Alors, en mensuel, j'en ai absolument aucune idée parce que ça dépend des lancements qu'on fait, etc. Là, en annuel, on est entre 600 et 800. Je sais pas combien on va faire exactement cette année, je t'avoue, j'en sais rien. Puis je regarde plus maintenant. Avant, je regardais quand je faisais en dessous de 15 000 balles par mois, et puis quand ça a dépassé, j'étais en mode de toute façon, j'ai ce qu'il me faut, donc le reste, voilà. On est entre 600 et 800 000 euros par an. 600 et 800 000 euros par an. Okay. Et tu penses que tu marges à combien à peu près? Là, il faut poser les questions. Ah ouais, non, j'en ai aucune idée, quoi. Moi, je peux faire tout ce que je veux, je peux acheter mon ranch, voilà, etc. C'est marrant que tu me poses ces questions parce que j'ai lu un livre excusez-moi, je fais un aparté là-dessus, il y a 3 jours qui s'appelle Profit First. Tu l'as lu ce bouquin ou pas? Non, jamais. Incroyable. Entendu le titre, et il parle de ces trucs, et en fait la partie marge et tout ça, j'étais en mode non mais de toute façon j'ai pas besoin de faire ces exercices, et je suis passée à autre chose. Et tu vois, tu me poses la question 3 jours après en podcast. C'est intéressant parce que ça montre aussi le profil que tu as, où tu es quelqu'un qui fonce, tu sais que tu as assez, tu connais ton train de vie qui n'a pas explosé, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux mettre ton argent, et tu sais que tu as assez pour faire. Et c'est peut-être aussi ça qui te soulage d'un stress, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont accrochés à l'argent. C'est-à-dire qu'ils entreprennent... Beaucoup de stress avec, qui font des choses pour gagner de l'argent. Alors que toi, on voit que tu es un peu de la même école que moi. Tu kiffes ce que tu fais et ça te rapporte de l'argent. Et tu investis ton énergie dans ce que tu fais pour te récupérer de l'argent. C'est clair. Mais tu en as qui font des business juste pour faire de l'argent. Ça ne tient pas de toute façon sur le long terme. Près des chiffres. Parce que ça les stresse énormément, et je comprends, tu vois. Moi, je crée des trucs parce que ça me fait kiffer maintenant. Et quel bonheur. Là, tu vois, par exemple, je crée une immersion. Bon, elle est full si jamais, désolé, il n'y a plus de place, mais je crée une immersion que j'appelle les Cowgirl Boss immersion. Girl Boss, Cowgirl Boss, bon voilà, truc de meuf. Qui est pour le coup réservé qu'aux femmes, ça, au Maroc, où en fait je fais moitié mindset, développement personnel et business, et l'autre moitié on va galoper à cheval sur la plage au Maroc pendant 2 jours, tu vois. Et ces trucs là, c'est des business qui sont allumés, tu vois, genre c'est vraiment tiens, on va partir au Maroc faire du cheval et on va parler business, on va faire des trucs, c'est des choses qui sont rentables et qui me font kiffer. Et en fait aujourd'hui je ne fais que ça, des trucs qui sont rentables et qui me font kiffer. La marge exacte, franchement j'en ai aucune idée. Moi, tant que je peux me payer des billets d'avion tous les mois, et je ne regarde pas le budget, c'était un de mes objectifs, tu vois, de ne pas me soucier du budget. Dans la liberté, tu veux dire, c'était de voilà. Après les yachts, les Maserati, les Rolex, j'en ai rien à... Franchement, ça me passe, mais alors au-dessus. Moi, quand je pars, c'est en mode, tu vois, road trip, je me régale. Bon, après, je me prends des bons hôtels aussi de temps en temps, des premières classes quand je voyage de nuit, voilà, ça me fait plaisir, etc. Mais je me pose pas ces questions-là. Tu peux te le permettre, ça passe. Tu sais que tu en abuses intrinsèquement pas, donc ça passe, quoi. Non, parce que c'est pour des voyages business, évidemment, sûr, business, uniquement des masterminds. Exactement. Et tant que, tu vois, moi j'ai mon camping-car avec mes chevaux, et du coup je me balade avec mes compétitions, mes trucs. J'achète mon ranch cette année. Après, financièrement, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Là, j'ai commencé à me dire, d'ailleurs, l'année qui vient de finir, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment beaucoup de sous qui restent, tu vois. Bon, je vais en mettre une grosse partie dans le ranch, mais tiens, j'ai envie d'aider. Et donc là, on est en train de soutenir une association, je fais la pub pour l'association, désolée, qui s'appelle l'association Cheval, qui s'occupe des chevaux maltraités, qui les récupère, etc. Ils ont beaucoup de frais. Et donc moi, ça me fait kiffer de pouvoir mettre des thunes là-dedans, tu vois. Voilà, ça c'est mon kiff. Donc aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Donc te dire la marge... ça reste une marge du business en ligne, donc tu as quelque chose d'intéressant. Mon comptable, il doit le savoir, tu vois. Tant que le comptable le sait, le reste, c'est pas grave. Ok, super. Et cet argent que tu cumules depuis pas mal d'années, du coup, tu nous as dit que tu partais un petit peu en IMO. T'as fait quoi en IMO aujourd'hui? Moi, j'ai pas mis d'argent en IMO, hein. J'ai tout. C'est la banque qui paye. Hein. C'est en banque qui paye, t'as fait de l'effet de levier. C'est quoi aujourd'hui ton parc immobilier un peu? Là, j'ai 13 lots. J'aime bien, je trouve que c'est stylé, 13 lots. J'ai fait 13 lots en 13 mois. Je trouve que c'est franchement joli à dire. Sur les 13 lots, il y a 2 immeubles et un appart en plus. J'avais pas prévu d'acheter l'appart en plus, mais bon, opportunité, et puis tu connais, quoi. Et donc, il y a de la location courte durée. Moi, j'ai diversifié. Je me suis dit, il faut que je fasse dans des villes différentes, au cas où, je sais pas, il y a une ville, on sait pas, enfin, qui s'effondre, qui machin, qui truc. Je vais le faire dans des villes différentes. Je vais faire des trucs différents. Donc, j'ai des locaux commerciaux, des garages, de la courte durée, de la longue durée. J'ai vraiment tout, tout, quoi. Ok, super. Et donc ça, j'imagine que toi, c'est plutôt un business à côté pour être multifacette. Du coup, tu mets moins d'énergie dans l'IMO que dans ton business en ligne. Alors, en fait, c'est même pas un business. Le seul objectif, la seule raison pour laquelle j'ai fait de l'immobilier, bon, c'était parce qu'il fallait diversifier. Je savais que c'était un des piliers de la richesse. Mais c'était surtout parce qu'en fait,
je t'explique mon petit jeu que j'ai fait. Parce qu'en fait, moi, développer des business juste pour les thunes, je m'emmerde, hein, ça m'amuse pas. Donc, en fait, je me suis dit, OK, j'ai un ranch à acheter. Le ranch, je sais qu'il vaut tant et qu'il va falloir, enfin, à l'époque, parce que ça maintenant, ça a bougé un petit peu, mais quand je me suis posé la question il y a 3 ans, je sais qu'il va falloir dépenser à peu près 2500 € de prêt par mois pour acheter mon ranch. En gros. Hein, voilà. Qui est un peu le goal life de ce que j'entends. Qui est clairement le but de ma life. Voilà. Que d'ailleurs, je revisite celui que je vais peut-être acheter vendredi. Donc, on croise les doigts, s'il vous plaît. Envoyez-moi des good vibes, que ce soit le bon. Et du coup, je me dis, OK, il faut que je trouve un moyen de générer de manière passive. C'est-à-dire que même si dans 10 ans, je sais pas, je suis sur un fauteuil roulant, je peux plus rien faire, etc., que je dois pas partir du ranch que j'aurais acheté. Donc, il faut que je trouve un moyen de générer 2500 € par mois de manière passive. Passive, entre guillemets, dans l'immobilier. Bien sûr. Mais que ça tombe même si moi, je peux pas travailler, par exemple. Et donc, l'immobilier. Et donc, en fait, j'ai acheté de l'immo pour avoir... Bon, j'ai un peu plus que 2500 aujourd'hui. Je t'avoue que je sais plus exactement si tu me poses les questions. Je crois que je dois être à 2008, un truc comme ça. Net, de cash flow net, pour obtenir, en fait, ça. Et c'est-à-dire que le ranch, je vais l'acheter parce que j'ai des business qui fonctionnent, etc. Mais en fait, il va être payé par l'immobilier. L'immobilier, je ne touche pas, en fait. Enfin, c'est sur des comptes à part. C'est pas pour financer mon style de vie. On parlait tout à l'heure en off, et là, tu remets la main dessus. Ouais. C'est très smart, et j'entends pas ça chez beaucoup d'entrepreneurs. Quand tu sais que tu vas avoir une dépense, comme par exemple là, ton ranch, tu fais en sorte de créer une nouvelle source de revenus. Tu me disais tout à l'heure, je sais que je vais avoir 700 € pour mon camping-car, donc j'ai créé un business d'affiliation qui me le paye. Je sais que je vais un goal qui est le ranch qui va me coûter 2-3 000 balles par mois, donc j'ai monté mon... Et tu fonctionnes beaucoup comme ça, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est un jeu, tu vois, c'est la quête à chaque fois. Genre, OK, j'ai un objectif, un de mes rêves, c'était d'avoir un camping-car. J'en ai un depuis 2 ans maintenant. Et quand je me suis dit, je vais acheter mon camping-car, ça coûte quand même cher. Enfin, je sais plus combien j'ai acheté, 60 000 €, un truc comme ça. Enfin, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était cher. C'est cher, et puis, c'est cher dans le sens où c'est complètement passif. C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais dit, j'achète le camping-car, je vais le mettre en location. Tu parles. Une fois que j'ai été dedans, j'ai dit, personne rentrera dedans, c'est mort. Ça, c'est chez toi, voilà, c'est mort, je le ferai pas. Les apparts, pas de soucis, mais alors ça, c'est mort. Ouais. Et donc, je me suis dit, faut que je trouve un moyen, si je veux acheter ce camping-car, de générer le prêt du camping-car plus l'assurance. Donc, c'est à peu près, je sais plus, 700 ou 800 balles par mois. Et donc, j'ai un des business d'affiliation que je fais, qui est juste pour le camping-car, tu vois. Et pareil, j'ai pour mes chevaux qui me coûtent un rein, tu vois. Ça coûte une fortune. OK, comment est-ce que je peux générer en moyenne, je sais plus combien ça me coûte en pension, parce que là, ils sont en pension, du coup, c'est à peu près 600 balles, plus les frais vétos, plus le maréchal, les machins, les trucs. OK, je sais qu'il faut que je génère 1000 balles par mois. Pareil, j'ai un autre business d'affiliation pour les chevaux, tu vois. C'est smart. Tu as fait ta toile d'araignée un peu comme ça pour pouvoir subvenir à tes besoins tout le temps. Tu as ton business qui fait de la liquidité pour ta liberté. Exactement. Et tu combles tout. C'est très, très smart. C'est très, très smart. Je te remercie, je prends le compliment. Non, pour le coup, j'ai pas... C'est très smart. Et puis, tu vois, je vois pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, qui raisonnent comme ça, tu vois. Et je trouve que tu as réussi à garder les pieds sur terre, de pas penser qu'il y ait des petites dépenses, que même, parce que tu nous dis que tu fais 600 à 800 000. Ça, c'est avec juste le business de l'académie. C'est ça, tu dis juste ça. Et là, je suis sûr que tu as 99% des auteurs qui vont se dire, et si elle a 700 balles de camping-car, elle peut se le payer, tu vois. Alors que toi, tu dis, j'ai monté, tu vois, il n'y a pas de petites économies, donc il y a quand même une vraie éducation financière derrière. Tu penses que c'est important quand même pour lancer tout ça? De ouf. Et puis, tu vois, le souci aujourd'hui que je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est qui est prôné sur les réseaux, c'est le plus. Ouais. Mais pourquoi, en fait? Moi, ça m'intéresse. Pourquoi je veux plus, en fait? Soit, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste des trucs que tu veux t'acheter. Et alors, ça peut être des expériences, c'est pas forcément matériel. Moi, j'avais mes trucs matérialistes, clairement. Je voulais mon camping-car de rêve. Voilà, pour tracter mes chevaux derrière. Acheter mes chevaux, c'est pareil. Petit aparté, ma première jument, une partie, je l'ai payée avec des affiliations Boursorama. Tu vois. Oui, je voyais tes stories passer à l'époque. Voilà, tu vois. Et j'ai payé une partie de mon premier cheval avec ça. Enfin, tu vois, en fait, je me suis dit, OK, je fais la liste et ensuite, je vais réfléchir de comment je peux me payer ça à chaque fois. Et puis, du coup, tu mets un plan d'action en place. Mais de monter un business juste pour gagner plus, mais il y a un moment, déjà, le plus, on ne sait jamais quand où il est, tu vois. Et c'est creux derrière. C'est creux. L'argent, c'est rigolo, mais ça va 5 minutes, tu vois. Bien sûr, si ça ne te permet pas d'acheter des expériences ou du temps, donc du coup, de payer une équipe, par exemple, ou moi, j'ai ma personnelle assistante maintenant, mais amen, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure dans l'équipe, mon assistante, elle est aussi personnelle assistante, ou mes billets d'avion, tu vois, les trucs qui te prennent un temps, tout le temps, etc. Enfin, voilà, avec l'argent, ça te permet de faire plein de trucs. Mais il faut que ce soit clair dès le départ, tu vois. Même si tu n'as pas tout le plan et de tout ce que tu vas faire, tes envies elles vont peut-être changer. Mais si tu montes un business ou si tu achètes de l'IMO juste pour faire plus d'argent,
C'est creux, quoi. Faut que ce soit pour quitter ton travail, ok, mais tu fais quoi derrière? Enfin, tu vois que tu as un plan. Un vrai why derrière qui te drive, en fait. Moi, j'adore les plans d'action, c'est mon truc préféré. C'est clair. Et du coup, j'imagine, en parlant de plan d'action, que ce goal de ranch, etc., il doit aussi avoir un plan d'action. Parce que j'ai entendu parler de LCD dedans, de petits logements. J'imagine que là aussi, tu as pensé à un concept. C'est quoi la suite? Une fois qu'il va arriver, c'est quoi la suite? J'en parle en ce moment, j'en parle tout le temps. Mon comptable, il pète un câble. Bref, parce que j'étais en train de lui raconter ça aussi. L'objectif, c'est déjà d'avoir un chez moi, d'avoir mon truc à moi, parce que j'ai plein d'IMO, mais j'ai pas acheté ma propre maison dans laquelle je suis bien, etc. Donc, c'est d'avoir un endroit où je peux monter à cheval. Je vais avoir des vaches aussi, parce que je fais beaucoup de tri de bétail, voilà, etc. Donc on va faire de l'élevage aussi là-dessus, et ensuite je vais créer un coworking. Alors ces derniers temps on a un peu remis ça en perspective parce qu'on est en train de se dire que le coworking devant chez moi ça va me saouler, donc on va sûrement le faire sur une parcelle à côté, bref, c'est plein de choses qu'on est en train de remettre en jeu, mais on va faire un coworking, co-living où vraiment les entrepreneurs vont pouvoir venir, donc des élèves ou pas du tout, ça peut être des gens de l'extérieur qui viennent vivre dans une ferme, tu vois, dans un ranch, pourquoi pas monter à cheval, profiter, tu vois, et tout ça, ou s'ils ont par exemple une formation à tourner, ils viennent une semaine à fond, etc. J'aimerais créer un studio, exactement d'ailleurs ce qu'on est en train de faire ici à Paris, tu vois, j'aimerais créer un studio d'enregistrement de podcasts, vidéo et podcasts, tu vois, où vraiment les gens ils puissent se poser, venir tourner leur truc ici, en étant à la ferme, avec évidemment des locations courte durée sur place, des chalets, tu vois, voilà, à l'américaine un petit peu, où vraiment tu viens, tu kiffes, t'es déconnecté du monde et tu focalises sur ton business et ton mindset, ton bien-être, quoi. Voilà, je parle pas de la marque de whisky qu'on veut créer, le miel, enfin voilà, il y a plein de trucs. C'est clair. Écoute, je te souhaite toute la réussite pour ce projet. Merci. Je suis pas inquiet. J'ai une dernière question quand même à te poser, qui est la question du podcast. Ok. Que personne ne peut y échapper à celle-ci. Quel serait le conseil le plus authentique que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Bougez-vous le cul. Vraiment, je vois pas ce que je peux te dire de plus. Et ça, et tu vois, on a beau le dire, passer à l'action, machin et tout, les gens ils sont en mode ok. Et ils font rien, tu vois. Genre, là, il y a plein de gens. C'est pas conscientisé, c'est pas mais pareil. Exactement, c'est ça. Et il y a plein de gens qui, là, vont regarder ce podcast, qui vont dire ah ouais, c'est inspirant. Enfin, j'espère que ça va être inspirant. Si, je te le garantis. C'est inspirant, c'est cool et tout. Et puis qu'ils vont retourner bosser, et puis ils vont rien faire, tu vois. En fait, là, tout ce que vous apprenez dans les bouquins que vous lisez, dans les formations que vous faites, dans les podcasts même que vous écoutez, prenez-vous un carnet ou même dans les notes de votre téléphone avec les trucs importants, les punchlines qui ressortent, mais surtout les trucs à changer, et implémentez-les dans un agenda, en fait. Tant que tu le mets pas dans un agenda, j'ai fait une story hier d'ailleurs sur ça, c'est rigolo, et on m'a posé plein de questions après. C'est que là, par exemple, j'ai lu un bouquin il y a quelques jours, bref, Profit First, tu vois. Je lis ce bouquin et bref, des déclics, parce que moi je suis pas du tout dans la compta et tout, ça me gave. Et là, je me dis ah ouais, tiens, il faudrait que je fasse ça, je vais changer le nom de tel compte, je vais faire tel truc, parce que ça me. Enfin bon, bref, il explique plein de trucs. Bon, en passant, ce livre est bien pour les entrepreneurs avancés. Si vous démarrez, lisez pas, ça va vous dégoûter, vous allez rien comprendre. Donc je lis ce bouquin, je vais prendre les notes sur un carnet. Donc ça, c'est la première étape, déjà de prendre des notes, sinon ça sert à rien de lire pour lire, tu vois. Et ensuite, hier, dans l'avion, j'ai implémenté les notes dans mon agenda. C'est-à-dire, par exemple, il y a marqué, je sais plus, il y a un des conseils, c'est il faut que chaque semaine, tu te fais un virement de 1% de ton CA sur un compte. 1%, c'est rien, tu vois, mais c'est juste pour t'entraîner à faire des trucs et tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets, tiens, lundi, bon, j'ai pas fait ce conseil-là parce que ça, je le fais depuis longtemps, mais par exemple, lundi, je vais mettre 1%, tu vois, et je vais me le remarquer sur mon agenda tous les lundis. Voilà, c'est juste ça, passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu apprends plein de trucs ou si tu regardes tout ce podcast et que tu fais rien, il va rien se passer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et beaucoup de gens accumulent de l'information, accumulent de la connaissance. Et en fait, n'en font rien. Moi, c'est toujours ce que je dis. Avoir plein d'infos, il y a un gap entre avoir les infos et les implémenter et passer à l'action dans la vraie vie. Et on a cette mode aussi de... non, la formation, c'est pas intéressant, mais la formation, ça n'a pas pour but de donner tant de l'information, mais surtout de t'aider à la mettre en place. Et puis quand tu payes, etc. Tu vois, quand tu payes, tu t'engages aussi dans une formation. Moi, c'est une de mes premières formations, j'avais payé 1200 ou 1500 balles. Moi, j'étais comme ça, j'étais en mode mon Dieu. J'étais en mode j'espère que ça va marcher. Mais heureusement que j'ai fait ça. Et derrière, en fait, aujourd'hui, je sais que quand j'investis dans une formation, j'ai x10 derrière, si c'est pas plus, tu vois. Donc, tu mets l'énergie en proportion, tu t'engages, tu prends un engagement avec toi-même, mais c'est clair. C'est quantifié parce que sinon, tu as la vie qui reprend le dessus. Et puis le lundi d'après, ta motivation, ça a eu ton petit coup de peps là. Et puis boum, ça redescend, tu rembauches. Et puis finalement, tu t'aperçois que ça ne sera jamais rien.
Ok, super. Eh ben écoute Léa, merci infiniment pour cet épisode. Je pense Avec que tu grand vas en plaisir. inspirer pas mal J'espère. à se lancer, etc. Merci pour ton dynamisme, pour ton énergie. Et puis, de toute façon, on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? Sur Travel Cowgirl et pas Travel Call Girl, comme certains le font. Je ne suis pas une call girl, d'accord, s'il vous plaît. Et j'aurais dû me poser la question. Le cowboy, donc moi ça va, j'étais bon là-dessus. Non, toi, t'étais bon, mais il y a des gens qui me disent ça. Et juste à l'époque, bref, j'y vais rapidement là-dessus, mais je pense que j'aurais choisi un nom différent si j'avais su que des gens penseraient. Vous pouvez pas faire la même. Donc, Travel Cow Girl sur Instagram et sur YouTube principalement. Et sur YouTube aussi, c'était 2 canaux aujourd'hui. Ouais, c'est ça, surtout Insta. Sur Insta, j'y suis tous les jours depuis 5 ans en story. Je suis là. Super. Bon, les amis, je vous invite à aller suivre Léa. Merci infiniment. Merci à toi. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode, les amis. Merci pour votre confiance. Ciao, ciao. À plus. Ciao, ciao.